Plus qu'un simple effet de mode, le poker, il évolue, hein, depuis des années, dans plein d'aspects. En tout cas, dans notre quotidien, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui est parmi nous. Donc, le poker ne fait pas exception. Sébastien, je pense que tu es un petit peu spécialisé dans la question. En tout cas, ça t'intéresse beaucoup. En quoi l'intelligence artificielle change déjà le poker et va le changer pour les années à venir? Je crois un peu dans la société actuelle, c'est vrai que c'est maintenant, ça arrive maintenant, et c'est surtout un gros défi pour les organisateurs et pour les rooms de se protéger contre l'intelligence artificielle. Alors je dis bien se protéger parce qu'au bout du compte, c'est la triche qui risque de prendre de plus en plus de place. Donc là, c'est un défi pour les rooms et pour les organisateurs de contrer ça. Parce que les moyens qui vont arriver dans les prochains mois, années vont être incroyables, puisque clairement ça peut changer le jeu. Alors pour toi, enfin pour bien comprendre, ça m'intéresse, on peut tricher grâce à l'intelligence artificielle, même en live? Bah, de nouveau, avec les Google Glass qui vont arriver, avec des lentilles, enfin là j'ai entendu maintenant, il y a des lentilles avec une rétroprojection qui vont vous analyser les cartes, qui vont vous dire quel est le meilleur play, donc ce que vous devez faire avec vos cartes ou avec vos choix à ce moment-là. Donc oui, ça va faire, Donc dénaturer le on jeu. parle bien des lentilles de contact, qui sont, Exactement. invisibles, hein, Voilà. ça Et donc OK. la techno arrive, et la techno aujourd'hui, elle va très vite. Donc les rooms vont devoir s'adapter et très très vite. Donc là, on parle de quelques mois, années, c'est déjà trop loin. Mmh. Je rebondis, Lucas, je pense, toi, par ton métier de DJ, Ouais. l'intelligence artificielle aussi, je pense qu'elle chamboule tout à une vitesse VV prime, comme Mhm. disait Sébastien. Est-ce que tu peux, enfin, il y a un parallèle aussi que tu vois que le milieu du poker et justement les défis qui sont Ouais. pour ton milieu et pour le milieu du poker? Je pense que nous, c'est plus une thématique d'encadrement, que pour l'instant, c'est un outil qui nous aide. Moi, j'utilise assez souvent. Mais je pense que le défi des artistes, des labels et des maisons de disques, là où il y a vraiment le business et l'argent, c'est d'encadrer et de dire, OK, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais où est-ce que ça s'arrête? Comment commercialiser un son qui est en intelligence artificielle? Là, je sais que ça parle de prévenir les gens quand il y a une partie du son ou l'entièreté qui a été fait par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la première fois où ça arrivait sur Internet, il y a quelqu'un qui a fait une musique entièrement. Donc je te parle des voix, l'instrumental des instruments et tout. Une fausse musique de The Weeknd et Drake, mais qui était tout aussi bien faite que si eux l'avaient enregistré. Et le son est devenu tellement fort que même Drake l'a rechanté en live. Mais il n'a jamais écrit cette chanson. Et le truc a fait plus de 500 millions de vues. Et donc en fait maintenant c'est la ligne, c'est à qui appartient cet argent? Ça fait peur. Au mec qui a fait le script, le prompt d'intelligence artificielle, ou à l'artiste dont la voix s'est inspirée. Mais il a ni écrit, ni fait les paroles, ni chanté en studio. À Mhm, qui revient cet argent? mhm. Et donc nous, en tant que passionnés musiciens, ça fait peur. Mais ce qui fait réellement peur, c'est pour les labels. Ils veulent leur part du gâteau. Mais comment gérer que n'importe qui puisse voler leurs artistes? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc c'est très compliqué. Je crois que c'est un truc d'encadrement, comme j'ai déjà dit. Et ça va de pire en pire. Ou alors beaucoup de règles, beaucoup d'encadrement, comme dans les gouvernements. Je pense qu'il y a l'intelligence artificielle. Ça va pas pouvoir être exponentiel à l'infini. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va devoir mettre des règles et dire stop sur certains trucs, tu vois. Mm. Je te Ouais, vois voilà. réagir, Sébastien. Là, Je crois tu veux- qu'on freine pas l'innovation, et donc Non, l'innovation, non, mais malheureusement l'encadrement, j'y crois pas beaucoup, même si t'es obligé. Parce qu'il y a de ouais, l'innovation, bien sûr, mais je veux dire ça va même. être très compliqué en fait. Le problème, c'est qu'on est dans un monde globalisé, et dès qu'il va y avoir un gouvernement qui va le permettre, en fait, cette population va être énormément privilégiée. Et donc ça, c'est tout le gros problème de l'IA, mais c'est une question plus générale. C'est que si un seul pays permet une utilisation totale, elle dominera le monde. Enfin, soyons clairs. Donc Moi, l'encadrement je va être pense très pas. très compliqué. Mais tu seras obligé. C'est comme, j'en sais rien, mais imagine maintenant, t'as un mauvais réseau chez toi, t'as du Edge Mhm. hein, dans ta maison. Maintenant, il y a plein de trucs qui te permettent d'avoir par exemple du 5G limité. C'est interdit. Mais je pense qu'on En est... fait, on peut avoir plein de choses, mais il y a Alors, plein de choses qui sont interdites, tu vois. on est dans une révolution. Donc, je crois Ouais, qu'on n'a mais c'est déjà pour même ça pas qu'on idée de ce qui va se passer. on y va à tâtons. Et je crois vraiment que la régulation, c'est un rêve qu'on n'aura pas, parce qu'on ne peut pas se le permettre, en fait. Mhm. Et donc, les plus gros États, je t'inquiète pas que les États comme les États-Unis
vont jamais réguler un système pareil parce qu'ils savent que la puissance en face, si elle le fait pas, ils vont se faire manger. D'accord, ça, tu parles d'un point de vue gouvernemental, eux ils vont l'utiliser jusqu'au bout, Ouais. mais pour le peuple, ils peuvent pas se permettre non plus de lâcher la plus grande arme d'intelligence à n'importe qui, ils vont réguler d'une manière ou d'une autre, ou alors ils vont dire ok, mais maintenant les intelligences artificielles vont passer par le gouvernement et pour l'utiliser ce sera $2000 par mois. Au moment où ça deviendra énorme, ils vont dire ok, vous pouvez. Donc la barrière serait de l'argent. Mais bien sûr, c'est qu'une histoire d'argent. Ok, donc, mais ce ne sera pas une barrière À l'inverse, d'opportunité, est-ce tu que vois. vous avez l'impression que l'intelligence artificielle, elle peut servir aussi le poker? Parce que là, on parle des côtés négatifs. Est-ce bien que sûr. En vous termes avez... en termes de créateurs de de contenu, j'allais dire. Ouais. ça c'est magique. À partir du moment, rien que pour la promotion d'un événement, on peut faire des affiches qui sont beaucoup plus fun en quelques clics. Après, il y a un débat là-dessus aussi. Hein. On parle aussi du fait que, par exemple, les affiches générées en IA volent indirectement les artistes. Et vu qu'elle prend source ça va prendre sur sources des images un peu en partout, ligne, ouais. tu vois. Et aussi au-delà de ça, ça veut dire qu'on fait moins vivre une économie qui est celui, par exemple, d'un designer graphique. Ah ouais, ça reste problématique. Mais c'est un problème. Mais par contre, effectivement, par exemple, Sébastien, j'en sais rien, t'étais sûrement pas graphic designer avant. Vraiment pas du tout. Bah, ça lui permet aujourd'hui de dire ok, demain il y a un événement Poker One, on se déplace tous dans tel club, Seb va faire une affiche hyper cool qu'on n'aurait jamais fait nous-mêmes. J'aurais jamais pu faire. On monte une petite vidéo et ça devient intéressant en 5 minutes. Pour Ouais, 19 après, €. pour revenir sur l'intelligence artificielle dans le monde du poker, il y a Manuel Bévan, je sais pas, si vous connaissez, c'est un ancien team pro Winamax, qui a fait une conférence justement sur l'intelligence artificielle où il dit que maintenant ça bat le meilleur joueur du monde aux échecs, ou alors ça va faire match nul. Donc la machine est devenue plus forte que l'homme aux échecs, elle est devenue plus forte que l'homme, il a mis 5 ou 6 jeux de stratégie où la machine est plus forte que l'homme. Mais au poker, c'est pas encore le cas. Donc parce qu'au poker, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et l'intelligence artificielle, elle ne prend pas forcément. C'est-à-dire le profil du joueur, si c'est un petit papy, si c'est un jeune, si il mise vite, s'il mise lentement. Il y a plein de paramètres au poker où l'intelligence artificielle, elle n'arrive pas encore à rivaliser contre l'homme. Donc c'est un peu rassurant, mais pas encore de nouveau. Pas encore, ouais, pas encore. Une fois que tu vas avoir des lunettes qui vont filmer l'environnement. C'est vrai. Enfin, je veux dire, pour l'instant, on n'y est pas encore. Tu ne donnes que des paramètres en plus à mettre dans une machine. Ouais. Mais fais-le, on devient riche. Après, c'est vrai que ce qui est bien dans le poker et que l'intelligence artificielle va avoir du mal, ça reste encore l'action qu'on veut, même si l'action la plus rationnelle, c'est ça. Ouais. Si le gars a décidé qu'il est né le 7 avril et a dit moi j'ai décidé de faire all-in avec 7 et 4, qui est vraiment une main horrible, il le fera. Alors que l'intelligence artificielle va dire mais normalement il ne fera jamais ça avec cette main-là. Et donc il y a toujours ce côté un peu fou et fantasque d'un joueur gambler, d'un joueur qui a envie de faire un truc complètement à contresens et qui dit moi je vais quand même le faire. Et donc là du coup c'est vrai que ça peut perturber une intelligence artificielle qui aurait toutes les informations du joueur, mais qui à un moment donné, qui est libre de prendre ses jetons et de les mettre, ça reste nous-mêmes. Et donc voilà. Pour rebondir ce que dit Damien, c'est vrai que nous on parle beaucoup d'intuition au poker, et l'intuition ça se traduit par notre cerveau voit des choses que nous-mêmes on ne comprend pas. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Donc mettons un mouvement de tête, une main qui va trop vite quand elle mise, on appelle ça l'intuition, on se dit je sais pas pourquoi je sens qu'il bluffe. Mais c'est parce que notre cerveau a vu des choses qui nous fait dire qu'il bluffe. C'est l'inconscient un peu. Et ça faut s'auto-analyser et dire pourquoi j'ai l'intuition qu'il bluffe. Ah oui, c'est parce qu'il a misé vite, c'est parce qu'il a bougé sa tête, machin. Enfin, ça peut être n'importe quoi comme exemple. La carotide palpite. Et ça, c'est des informations qu'on voit. Ça peut être physique, ça peut être parce qu'il a perdu 3 coups avant, on sent qu'il était énervé. Ça fait partie de l'intuition. Et ça, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas au point là-dessus, quoi. Même un joueur qui il se lève, il va chercher un verre d'alcool, il boit de l'alcool. Ça, l'intelligence artificielle, elle le verra pas forcément. Quelqu'un qui a bu 10 verres, il va pas jouer pareil qu'un mec qui est sobre. Ou la rémunération. L'intelligence artificielle, c'est pas si tu es face à un joueur qui gagne 20 000 par mois, qui est au chômage, qui vient peut-être de gagner 30 000 à la roulette 10 minutes avant. Il y a tellement de facteurs qui vont. Il y a des facteurs qui vont faire que peut-être ce gars-là va dire voilà. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, même un joueur. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je relance, le mec qui a relancé, il voit qu'on a un écusson, il nous joue. Ça, c'est un petit côté Lego. Il voit qu'on a un écusson, c'est un joueur pro, j'ai envie de l'affronter. Ça, l'intelligence artificielle, elle ne le voit pas non plus. Donc, il y a un peu trop d'ego par rapport à ce qui devrait. Il y a plein de paramètres comme ça, même un historique.
ici on connaît beaucoup de joueurs à Namur. Moi, il y a des joueurs qui aiment bien me jouer. Parce que on est tous les deux d'un profil, machin, on a un historique tous les deux. Un coup, il a eu le dessus, un coup, c'est moi. Bah, ça, c'est pareil, l'intelligence artificielle, elle va prendre à plat. Il n'y aura pas d'historique. Il y aura pas de. Il y a 3 jours, on s'est joué, on s'est mis un sale coup, nanani. Il n'y a pas d'historique. Et pour moi, ça, l'intelligence artificielle, elle pourra jamais. Contrer ça. Non. Ouais. Pour moi, C'est non. vrai que c'est C'est difficile. intéressant. Ce côté émotion. Rien n'est impossible. En tout cas, on voit qu'il y a Mais ça va énormément de vite, je reviens facteurs. avec Sébastien. Ça va très vite. Ça Ouais. va très Ça va très vite. vite. Et je crois que c'est un Pour le défi dans online, les je trouve que c'est un mois. vrai problème. Il y a déjà tout Mais ça. là, le problème de online, c'est Ouais. que on va devoir trouver des moyens de On va limite jouer contre des robots, quoi. C'est, Ouais. Online, par contre, je suis d'accord ça que va être là. compliqué, puisque maintenant, voir l'écran, ton IA voit ton écran et elle va savoir te dire ce que tu dois faire dans ce cas-là. Et donc là, quels sont les moyens de contrôle, se filmer, ça, il y a déjà, hein, il y a déjà des bots. Le jeu s'adapte déjà à l'heure actuelle. Il s'adapte déjà, mais Avec des gens qui ne jouent même plus eux-mêmes, mais qui jouent avec un robot qui les aide, quoi. Ce sera ton robot contre le robot de quelqu'un d'autre, Voilà. le robot russe contre le robot américain, déjà, contre le robot faut pas se européen et mentir. au meilleur robot. Et au fond, c'est triste même. Ouais, de c'est dire que- triste, ouais. Bah, ouais, maintenant, on a parfois ça un peu dans. Allez, je prends le cas de la Formule 1. C'est bon d'être peut-être le meilleur pilote, mais si derrière, tu n'as pas les ingénieurs avec qui on travaillé sur une voiture Ou la bonne exceptionnelle, voiture. Ouais. tu peux mettre le meilleur pilote dans la pire des constructeurs, il ne saura pas gagner. On le Et voit inversement, actuellement, je pense que c'est Hamilton vrai qui se aussi. plaint énormément. Voilà, c'est ça. Donc je pense que on va peut-être un peu arriver effectivement. Je pense qu'au final, il y aura une sorte de mélange d'intelligence artificielle, mais garder quand même la touche live du joueur qui observe, machin. Et en faisant ce mélange-là, je pense que ça sera vraiment optimum. Pour moi, on peut pas, ça peut pas être l'un ou l'autre. Ça peut être un mélange des deux, où on a l'observation, on a l'historique du joueur, on a la sensation, les sensations à la table. Ça, c'est irremplaçable. Après, clairement. ouais, en live, hein. En live, je Ouais. parle tout le temps en live. Online, Parce non. que même le coup théorique qu'une IA pourrait te donner, en fait, avec tout l'historique que tu as de la personne, c'est peut-être pas du tout le coup qu'il faut. Exactement. Et donc, mais là, c'est l'expérience live. Et Ouais. donc là, le joueur, et globalement, le joueur professionnel qui a ce vécu, qui a cette expérience, même si les autres sont équipés d'intelligence artificielle, je pense qu'il aura toujours le dessus parce qu'il aura d'autres informations qu'il n'y a. Ouais, mais la conférence de presse là, de Manuel Bévan, elle était super intéressante parce qu'il comparait justement ça, l'intelligence artificielle, avec les jeux comme les échecs et tout. L'intelligence artificielle quasiment imbattable ou match nul. Donc, et lui, il a utilisé ça, l'intelligence artificielle, sur une ville où il y a des problèmes de circulation. Donc il y avait des gros problèmes de circulation dans les ronds-points, tout ça. Il a mis l'intelligence artificielle dessus en disant tu me fais les trajets les plus courts, les plus rapides, les mieux, enfin où ce sera le plus fluide possible. Ça a mis du temps. Et l'intelligence artificielle, elle a tout résolu. Et au final, dans cette ville, alors je sais plus c'était quelle ville qu'elle avait pris comme exemple, et elle avait tout résolu et ça circulait nickel, quoi. C'était Charleroi. Et non, mais c'était vraiment intéressant parce que ils avaient beau y mettre 10 ingénieurs sur toute la Oui, circulation, non, mais ils n'arrivaient pas à résoudre les problèmes, et là, en 1 heure de temps, tout était résolu. Donc l'IA, pour clôturer, c'est dangereux l'online, je pense. Ça, c'est, je vais pas dire la fin du online, mais en tout cas, je sais pas comment ils vont contrer ça, les rooms. Par contre, en live, on a encore un bel avenir. Ouais, c'est ce que je pense. C'est ça, ouais. En parlant d'évolution, bon, qui n'est pas la même évolution, mais moi, je voulais aborder la place des femmes dans le milieu du poker. Il y en a toujours peu, ça évolue dans le bon sens, dans le bon côté. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Alors ça évolue dans le bon sens déjà, ça c'est une première chose. Et bon, peut-être je suis le moins bien placé parce que je vais clairement les défendre. Moi je crois que c'est l'avenir du poker. Donc les femmes pour moi c'est l'avenir du poker. On est dans un monde qui se veut égalitaire. Je disais tout à l'heure, c'est vraiment une terre d'égalité. On part tous avec les mêmes jetons. On ne demande pas l'âge, on ne demande pas le genre, on ne demande pas la profession. Donc c'est en termes d'égalité et de modernité, c'est un jeu très très moderne. Et justement, le fait d'inclure les femmes, ça va moderniser le jeu. Et puis c'est toujours plus agréable d'avoir des femmes à table parce que au niveau convivialité dans la salle on le voit tout de suite, donc ça va dans le bon sens. Je pense que pour elles c'est un gros plus, ça donne beaucoup d'avantages de jouer au poker, la confiance en soi, on doit faire des bluffs, des mouvements forts. Est-ce qu'il y a des initiatives dans lesquelles tu es impliqué pour l'instant? Moi j'ai créé un tournoi
qui s'appelle le God Save the Queen, qui est un tournoi par équipe où les femmes sont capitaines d'équipe. Donc au bout du compte, ça reste juste pour essayer de les mettre un petit peu en valeur et les motiver à rentrer dans le casino. Mais j'espère que d'autres alternatives, d'autres possibilités de tournois se feront pour elles, bien que elles ne veulent pas vraiment des tournois juste pour elles. Je crois que les tournois féminins n'ont pas vraiment de succès. Je crois qu'elles veulent être juste avec nous. Quelque chose, on parle d'égalité, l'égalité, on s'en fout de savoir si c'est une femme ou un homme. Je me tourne vers toi, Damien. C'est quoi la place des femmes dans Poker One Mais justement, on nous a, à juste titre, fortement reproché de ne pas intégrer un profil féminin. Alors, c'est pas évident parce que moi, j'aime bien que le profil du joueur qui rentre dans la team respecte plusieurs conditions. Donc, voilà, par avoir des vieilles casseroles, être agréable à table, avoir quand même un certain niveau de jeu. Donc, je veux dire. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas une femme Là, justement, et donc c'était pas évident parce qu'il y a très peu de femmes déjà qui jouent en Belgique. Celle à qui je pense, mais soit ne voulait pas se mettre, par exemple, ne serait pas venue autour d'une table ici et se mettre au-devant de la scène. Donc c'était pas toujours évident, ou alors n'avait pas encore peut-être assez d'aspects techniques aussi, n'était pas à l'aise encore à une table pour jouer certains types de buy-in que nous on joue déjà. Donc c'était pas évident de répondre à tous ces critères. Mais avec Sébastien, justement, qui a intégré la team de manière officielle cette année, c'était justement l'idée de rebondir et d'aller chercher des profils qui soit sont quasi prêts, ou en tout cas veulent le devenir. Et donc, avec l'aide de Sébastien, on cherche un petit peu comme ça des profils, alors pas tout le temps belges, ici je pense à Aurélie Dassy qui est française, mais d'essayer effectivement d'intégrer comme ça différents profils à des festivals qu'on a sélectionnés avec Sébastien et pour lequel la personne représente Poker One. On l'appelle d'ailleurs la Queen One, pour le petit clin d'œil au God Save the Queen. Et donc avec Sébastien qui l'encadre très bien, on intègre cette femme justement dans le festival. On l'aide, on est là, il l'accompagne pendant tout le festival parce que c'est vrai qu'il peut en témoigner. On a eu des filles qui ont vraiment eu très peur, qui étaient vraiment pas à l'aise de jouer avec un patch ou qui se disent j'espère que ça va aller, qui se mettent un peu une fausse pression. Donc, je pense à puis Catherine, c'est rentrer dans qui le a fait sa casino. plus belle perf avec les cuissons, alors qu'au début, je pense qu'elle avait assez peur même de répondre à tes questions. Et pour finir, elle a fait, je crois, 4e, 3e. Elle a fait un super résultat, le meilleur résultat qu'elle ait fait. Donc là, maintenant, on a décidé avec Sébastien de minimum 4-5 fois par an sur des beaux festivals ici à Namur, voire même hors Belgique, d'intégrer donc une. Donc il y a de vrais objectifs qui sont mis en place. Pour la mettre en place, un petit clin d'œil à la Queen Squad aussi de Cécile Tischer-Farting, qui est une joueuse, la meilleure joueuse française actuelle. A aussi justement, elle carrément créé une team uniquement composée de profils féminins et avec une grosse sélection vraiment de 20-30 personnes dont il faisait partie, il était un des jurys et c'était génial. Je trouve que mettre la femme à l'honneur, de toute façon moi je pars du principe que chaque acteur du poker, soit en Belgique ou en France, quoi qu'il fasse, je trouve ça génial. Donc elle ici, elle a vraiment décidé de mettre une team que de femmes en avant et donc voilà, je crois que c'est la femme à le vent en poupe pour le moment dans le monde du poker. C'est le monde moderne, je crois que c'est vraiment, il faut enlever ces clichés du passé et les accueillir de la meilleure des manières pour qu'elles soient à l'aise avec nous. Super, ouais. Bel avenir. Pour peut-être clôturer au niveau de l'avenir, je me retourne vers toi, Lucas. Tu verrais comment ta manière de jouer au poker dans 10 ans ou dans le monde du poker en manière générale? Comment ça va évoluer? Écoute, moi c'est très récent, donc déjà voir dans 10 ans, ça fait à peine 3 ans et demi que je joue. Mais clairement, le but pour moi, ce serait de continuer à jouer de manière, je pense quand même récréative. J'ai pas envie que ça prenne une plus grande place chez moi, j'ai pas forcément envie que ça devienne un métier. Je vois à quel point c'est compliqué, même mentalement, même s'il y a des belles réussites, je pense que c'est compliqué. Et c'est clairement pour l'instant pas mon but. Maintenant, j'adore, par exemple, j'ai adoré intégrer l'équipe. Je m'entends bien avec tout le monde. Il y en a même avec qui on se voit vraiment souvent. Ouais, David aussi, même si c'est compliqué. Mais il y a des gars que je vois en dehors du poker. Et genre, je suis vraiment content de venir jouer avec eux. Même si, par exemple, le tournoi est pas spécialement incroyable. Ça me fait quand même plaisir de venir, de jouer, de discuter de coups. Et moi, je le considérerais toujours comme quelque chose en plus de ce que je fais déjà. Donc, parce que tu as déjà un métier j'ai déjà un métier qui me prend du temps, je suis indépendant. Donc, si je joue au poker, ça veut dire que j'ai pas le temps pour mon propre métier. Je veux dire, j'ai pas de contrat fixe, j'ai pas de CDI. Donc, je peux pas non plus jouer 10 heures par jour. Ce serait compliqué, quoi. Ça va, merci. Avec plaisir. Dany, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en 2 secondes à nous, s'il te plaît? En 2 secondes, bien sûr. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Dany Covin. J'habite ici à Namur. Je joue au poker depuis plus ou moins 12 ans. Et alors, je suis dans le milieu de l'Horeca et dans le milieu du sport.
Donc voilà, je donne des coachings sportifs et émotionnels, principalement dans plutôt ce qui est sport de combat arts martiaux, puisque ça m'a quand même depuis 15 ans, donc enfin même 20 ans maintenant, parce que le temps passe tellement vite. Et puis voilà, poker en passion, donc quand on a le temps. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Ouais, tu évoquais le coaching, justement, c'est le thème qu'on va aborder maintenant, la préparation mentale et physique. Donc voilà, il y a plusieurs écoles et je pense que même autour de la table, on le verra, il y a faire ce profil. Toi, tu as un profil plutôt coach, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ben, enfin, pour faire un peu le lien avec le poker, parce que je pense que c'est le thème, effectivement, au niveau du coaching, coaching sportif, tout le monde sait un petit peu ce que c'est. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des coachings spécialisés par rapport à certains attraits. Et alors, au niveau du poker, ben, c'est vrai que le lien, si je peux parler de ça, je suppose, au niveau de la liaison entre les deux, c'est intéressant dans le sens où, pour être performant au poker sur le long terme, c'est un petit peu comme toutes les disciplines, une fois qu'on veut exceller dans une discipline, mais il faut s'y préparer correctement. Et moi, je pense que l'éducation physique, l'éducation émotionnelle, le sport, la santé, fait partie, en fait, d'un bien-être général pour pouvoir se sentir bien dans son corps et pour se sentir bien dans sa tête, pour pouvoir être zen et pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, quelle que soit la discipline, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans le secteur privé également. Donc voilà, donc effectivement le coaching sportif en lien avec le poker est quelque chose de très important. Ok. Pour rebondir sur ce que dit Dany, c'est vrai que quand on fait un tournoi qui dure 2, 3, 4, 5 jours, c'est vraiment épuisant. On se rend pas compte, mais on est assis sur une chaise, mais c'est vraiment très épuisant, même psychologiquement, d'être toujours concentré. Et c'est pour ça que Dany dit qu'il faut vraiment être en bonne condition physique pour tenir. Parce que moi, je me suis déjà retrouvé dans des tournois au bout du 3e jour où j'avais pas eu j'allais coucher trop tard, un petit peu d'alcool, machin. Et au 3e jour, on se rend compte, avec du recul, les jours d'après, qu'on a fait des grosses erreurs. Je ne savais pas que c'était déjà arrivé de Et- dépasser le 3e jour. Ouais. On se rend compte qu'on a fait des grosses erreurs dues à la fatigue. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être en bonne condition physique pour. Alors sur un tournoi de une journée, peut-être pas, faut pas exagérer, mais déjà 2 jours, 3 jours, c'est fatigant, très fatigant. Ouais, surtout qu'en plus, en règle générale, le poker n'est pas forcément le milieu dans lequel les gens sont des gens qui prennent le plus soin d'eux au niveau alimentation, au niveau comédie et sommeil, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est vrai que ce sont des aspects qu'il ne faut pas négliger pour Ouais, c'est pouvoir ça, être faut pas performant. négliger. Ouais, exactement. Jean-Marie, j'en profite, comme tu viens d'arriver aussi, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Je m'appelle Jean-Henri, ça fait une quinzaine d'années que je joue au poker. Un petit peu comme tout le monde, j'ai rencontré le poker avec les amis. Et puis très vite, j'ai basculé vers le jeu en ligne parce que j'avais envie de jouer plus que mes amis, j'imagine. Et au fur et à mesure, on a grandi dans le jeu. Et c'est vrai que le coaching, c'est très important à tous les niveaux. En ce qui me concerne, je vous avoue que la préparation, c'est pas ce que je prends comme le plus important. Je pense que réguler le sommeil, c'est très important. Arriver à table pas fatigué, c'est très important aussi. Maintenant, c'est vrai que je suis pas celui qui va faire le plus attention à l'alimentation, par exemple, et ça peut parfois, c'est vrai, me poser problème, dans le sens où je peux parfois être un petit peu fatigué après la digestion, après ce que j'ai mangé. Normalement, il faut faire très attention pendant les dinner breaks, puisque pendant la digestion, on va utiliser notre cerveau de manière un petit peu moins efficace, puisqu'il est lui-même occupé, à faire d'autres choses. Et donc, il faut à tous les niveaux faire attention, ce qu'on mange, comment on va dormir, ainsi que le coaching mental, évidemment, qui peut aussi nous aider à gérer nos émotions, parce que c'est une des choses qui va être les plus compliquées au poker. C'est vrai sur la partie, mais ça peut être aussi vrai sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'on va tous amener un jour ou l'autre à craquer après des coups difficiles ou ce genre de choses, et c'est là qu'il faut être fort. Je pense que sur une partie de poker, il faut être fort sur le court terme, mais sur une carrière, c'est sur le long terme où il faut essayer de craquer le moins souvent possible. C'est justement, si je peux me permettre, justement le gros point commun, je dirais, entre les sports de haut niveau et le poker. C'est justement la gestion émotionnelle par rapport à tout ce qu'on va vivre pendant son tournoi, pendant sa carrière sportive. Et donc, c'est vrai que le mental est tellement un facteur important en poker. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve également dans le sport de haut niveau. Et plutôt que de préparer ça, personnellement, je vais privilégier le fait de décider de jouer quand je suis bien. C'est-à-dire que je peux parfois programmer un tournoi avec quelques semaines ou quelques mois d'avance, et quelques jours ou quelques heures avant, décider de ne pas le jouer parce que dans la tête, je ne suis pas prêt. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Et avec l'expérience, on se rend compte que bien choisir ses parties, mais aussi bien choisir les moments où ce que l'on va jouer et des moments où ce que l'on ne va pas jouer, ça va être très important sur finalement les moments clés des tournois et des parties. Ok. On parlait de haut niveau, justement, si on fait le parallèle avec ton métier, Lucas, est-ce que tu compares la préparation d'un set dans des milliers de personnes à la préparation pour un tournoi? Ça t'aide l'un et l'autre?
Ouais, d'office, il y a un point commun. Je pense que le premier truc que Dany a dit, l'hygiène de vie, c'est tellement important. Je pense que par exemple, pour faire la différence, donc pour moi, le concert, c'est la conclusion des années de travail. Donc moi, quand j'arrive au concert, je prépare, comme JM, je prépare pas de temps. Je sais que quand j'y vais, je vais me faire kiffer. Et c'est mon moment. Comme quand je vais dans un tournoi, ça y est, c'est bon. Là, je vais m'amuser. C'est le moment de jouer, entre guillemets. Même pour moi en live, je le considère pas comme un métier. Pour moi, je vais vraiment jouer, je vais m'amuser devant les gens. Par contre, tout ce qu'il y a avant, c'est une préparation sur 10-15 ans. C'est une hygiène de vie. Moi, je pense à d'autres DJ qui malheureusement sont plus là aujourd'hui. Par exemple, Avicii, tu vois. Il avait une hygiène de vie catastrophique. C'était rock'n'roll, drogue, alcool, machin. Et un mental pas assez fort. Et en fait, c'est pas un cas isolé. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et je pense que c'est la même chose que pour le poker. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Si tu sors tous les soirs, que tu es par exemple à accès plus dépressif, que tu es alcoolique ou quoi, bah, ça marchera pas sur le long terme. Et puis pour paraphraser un peu Mbappé, le poker il a changé. Et, c'est plus comme avant. L'idée c'est que c'est surtout qu'il y a 10 ans, tout le monde s'amusait un petit peu et aujourd'hui c'est devenu vraiment très professionnel et c'est parce qu'on a constaté que ceux qui performaient le plus étaient les mieux préparés que tout le monde a voulu se préparer. Et donc je dirais qu'au début les gens ont commencé le poker parce que c'était facile, de l'argent facile, entre guillemets, l'idée de l'argent facile. Mais au final au plus on joue et au plus on se rend compte qu'il faut travailler plus que les autres et plus que d'autres métiers pour finalement y arriver. Il ne faut pas oublier non plus qu'au poker il y a finalement des polytechniciens, des ingénieurs civils qui ont décidé qu'ils allaient gagner de l'argent plus facilement que dans la vie réelle. Et au final, c'est contre eux qu'on doit jouer. Donc, c'est contre des gros cerveaux, des gens qui sont très intelligents, qui ont une grosse préparation et qui aujourd'hui sont très prêts à gagner. Et je pense à Thomas Boivin, par exemple, qui est pour le moment en WSOP, il va jouer pour $500 000 de buy-in. Et le mec est prêt tout le temps. Et il travaille tout le temps. C'est vraiment un acharné de travail. Et ça, c'est là qu'on se rend compte que le chemin est parfois encore un petit peu long pour atteindre ce niveau, quoi. Bah, quand tu parles de travailler tout le temps, est-ce que vous avez des exemples d'entraînement que vous faites Je te fais réagir, Dany. Est-ce qu'il y a C'est comme n'importe quel secteur d'activité. En fait, le poker, ça s'étudie comme notre discipline. Si je prends en parallèle, par exemple, avec les échecs, tout ce qui vient là maintenant comme ça, il y a beaucoup de gens qui jouent pour s'amuser, qui connaissent les règles, qui s'amusent, comme il y en a qui le font avec le poker. Et puis après, si on veut exceller, il faut étudier ce qu'on fait, il faut étudier. Et donc le poker, ça s'étudie comme les échecs. C'est vrai que quand on est un petit peu moins, quand on a moins du milieu, on se rend pas compte de ce que c'est qu'étudier le jeu. Mais il y a de la théorie, comme aux échecs, il y a des ouvertures, il y a des façons de faire. Et au poker, c'est pareil. Et donc c'est vrai qu'il y a tellement de situations différentes qu'on peut vivre au poker, parce qu'on entend aussi souvent les gens dire comment est-ce qu'on peut rester aussi longtemps assis à une table. Il y a jamais une situation qu'on va se retrouver exactement dans la même. Il suffit d'être assis à une autre place, d'avoir un stack différent, de jouer contre une personne différente à un moment différent de la journée. Et donc forcément toutes ces situations là sont des situations qui font qu'on peut reparler si on a bien joué, mal joué, comment est-ce qu'on aurait pu jouer différemment, tout comme par exemple aux échecs en fait. Donc c'est vrai que ça s'étudie le poker comme n'importe quelle discipline dans laquelle on veut performer. Et puis concernant l'apprentissage aussi du poker, je pense qu'on vit une période vraiment incroyable, pas seulement au poker, dans le monde entier, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 100 ans, le poker restait une énigme. Les gens pensaient que c'est ce qu'il fallait faire, mais personne n'avait de garantie. Et depuis que l'intelligence artificielle s'est un petit peu immiscée dans le débat, aujourd'hui, on a des garanties, on a des certitudes, on sait comment il faut jouer des spots, et donc on peut étudier ces spots et simplement les retenir par cœur pour que lorsqu'ils vont se présenter, simplement les reproduire sur la table. Mais ça, c'était pas possible avant. Avant, on pouvait penser qu'un mec avait bien joué, mais on n'avait pas la garantie. Tout le monde était d'accord, les meilleurs, pour dire que c'est ce qu'il fallait faire, mais on n'avait pas de preuves. Aujourd'hui, il suffit d'allumer l'ordinateur, d'insérer les données, et on va avoir la réponse parfaite. Et donc, il suffirait d'étudier toutes les réponses parfaites pour être le meilleur joueur de poker et un joueur de poker parfait. C'était pas possible avant. Donc aujourd'hui, l'étude prend beaucoup plus d'importance, l'étude technique, d'importance qu'elle ne l'avait avant. Tout à fait. Merci au Casino de Namur de nous avoir accueillis pour ce podcast exclusif. Je vous propose maintenant, si vous avez aimé la vidéo, de nous laisser un like, un commentaire, de partager la vidéo ou simplement rendez-vous sur www.pokerone.be.